Merci beaucoup d'être là ce soir pour ce moment avec Orlan, donc comme vous le savez, très grand artiste international, sur le parcours de laquelle je vais revenir immédiatement, bien sûr. Nous avons prévu un petit déroulé de la soirée qui sera le suivant. Orlando entrera. Orlan, il faut nous excuser parce qu'on a commencé Orlando The Wolf. Orlando Furioso. Orlando Furioso. Non, pas ce soir, pas ce soir. Pas ce soir. Pas on ce a soir. commencé la journée avec Orlando, justement, Furioso. Donc, d'où mon, et on avait fait le jeu de mots sur votre présence ce soir. Donc, il y aura une... Présenter, hein, si tu veux. Hein. Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en capitale parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs. Je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. D'accord ? Alors, regardez pas Wikipédia parce que Wikipédia dit que mon nom s'écrit en majuscule et ils l'écrivent en minuscule. Merci. Donc voilà, il va y avoir un entretien avec Donatien Gros que je vais présenter aussi rapidement. Après quoi, vous serez invité à poser quelques questions et il y aura également la diffusion de quelques vidéos d'Orlan dont je vais vous donner les titres afin que les choses soient bien claires. Saint-Orlan et les vieillards, mise en scène pour un grand Fiat, performance au président, pétition contre la mort. Et je vais quand même remplir ma fonction d'hôte parfait. Même si Orlan cherche à me déstabiliser, ce qu'elle n'arrivera jamais à faire, je voudrais... C'est très bien. Donc je voudrais vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui ignoreraient encore quelle est cette grande figure de l'art contemporain international, qu'elle travaille, vous l'aurez déjà compris, sur différents supports, la sculpture, la photographie, la performance, la vidéo, la 3D, les jeux vidéo, la réalité augmentée, les techniques scientifiques et médicales comme la chirurgie, bien sûr, les biotechnologies, ainsi que l'intelligence artificielle et la robotique. Ce qui caractérise le travail d'Orlan, c'est qu'elle change constamment et radicalement les données, déréglant les conventions, les prêt-à-penser. Elle s'oppose au déterminisme naturel, social, politique, à toute forme de domination, notamment la suprématie masculine, ce qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui, la religion aussi, la ségrégation culturelle, le racisme. Donc, ce qui la caractérise également, c'est l'humour, vous l'avez déjà compris, parfois la parodie, également le grotesque. Et en gros, son œuvre interroge les phénomènes de société et bouscule les codes préétablis. Je voudrais établir aussi que Orlan nous fait quand même un grand honneur d'être là ce soir parce que c'est quelqu'un d'éminemment demandé dans le monde entier. On en a eu l'expérience pour organiser cette soirée. On ne sait jamais où elle est. Je pense que cette idée lui plaît beaucoup. En 2015, elle a été invitée en résidence au Getty Research Institute de Los Angeles aux États-Unis, donc en qualité de chercheuse. En 2016, elle a reçu le prix de l'E Réputation en désignant l'artiste la plus observée et commentée sur le web. En 2017, elle a été récompensée par le prix de l'excellence féminine pour toute son œuvre d'artiste par le ministère des Affaires étrangères italien. En 2018, Orlan reçoit le prix des 100 héroïnes, c'est très beau, 100 héroïnes par the Royal Photographic Society. En 2019, Orlan est honoré du prix spécial de la femme de l'année donné par le prince de Monte-Carlo. Donc, Donatien Gros, que je connais depuis un certain temps, Donatien Gros, que je vais présenter plus brièvement, c'est lui-même qui me le demande, est entré en conversation depuis longtemps avec Orlan. Il a publié 2 textes sur Orlan et son statut officiel ce soir, même s'il a beaucoup de casquettes à son actif, est celui de conseiller de la présidence des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Je vous cède tout de suite la parole à tous les deux. Merci Frédéric. Merci à Philomèle pour cette invitation. Merci à Orlan de m'avoir demandé de venir parler avec toi. Je pense qu'on va rompre la convention du vous en public pour rester au-dessus. J'ai tout de suite été ravi de cette invitation parce que, effectivement, comme le disait Frédéric, que je remercie aussi d'ailleurs, et que je suis heureux de retrouver puisque nous avions commencé à parler ensemble il y a quelques années autour d'une autre héroïne, grande héroïne qui est Hélène Cixous.
J'étais tellement heureux parce que ce que tu fais, Orlan, me fait à chaque fois réfléchir de nouveau. Et je sais que c'est pas un hasard si ce que tu fais est à la fois tellement direct, tellement physique, tellement présent, au travers de toutes les formes que tu utilises, hein, que ce soit la photographie, et au travers de toutes les années, à partir des années, dès les œuvres des années, mais dès tes œuvres abstraites d'ailleurs, tes premières œuvres abstraites qui étaient exposées il y a quelques mois à la galerie Session et Bénétière, qui a été très différente de ce que tu as fait ensuite, mais qui déjà posait des questions de peinture, des questions de médium, des questions de physicalité, des questions de reenactment, de refaire les œuvres, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à tes œuvres les plus récentes, les travaux sur les hybridations, les différentes formes d'hybridation, les travaux avec quasiment le devenir cyborg, comme dirait Donna Haraway, de l'être humain. Et c'est pas pour rien que l'œuvre que tu es et l'œuvre que tu fais ont provoqué tellement de réactions de penseurs, puisque la liste de tous les penseurs qui ont écrit sur toi, pensé avec toi, de Christine Bussy-Glucksmann, qui ont tu es proche, à Homi Bhabha, Jorge Veneciano, Marcela Yacoub, Raoul Van Eghem, and the list goes on and on, est extraordinaire. Je pense que la raison pour laquelle il y a une telle fascination, c'est qu'on se dit, on sait que tu es un peu comme une figure de Duchamp. C'est-à-dire que dans l'art, le body art, l'art carnal, l'art physique, l'art du corps, on ne peut pas aller plus loin que tu ne l'as été avec les fameuses opérations et les fameuses performances opératoires. Mais en même temps, tu as toi-même trouvé des chemins en dehors, tu t'es pas arrêté là, ça s'est pas fini avec ces œuvres qui étaient une étape, tu t'es sans cesse réinventé et tu as su, avec très très tôt et avec beaucoup de prescience, t'emparer de tous les médiums qui s'offraient à toi et en faire de la matière pour ton œuvre. Et ça fait que tu es une énigme en fait, parce qu'il se passe quelque chose. On a des œuvres qui sont très directes, souvent qui jouent avec les codes de l'imagerie contemporaine, et en même temps, on sait qu'il y a là une matière à penser. Et il y a un autre aspect à ce que tu fais, c'est que non seulement ce que tu fais est une matière à penser, mais en plus tu penses. Une femme avec tête. Et il y a tout un aspect, peut-être on parlera un peu ce soir, donc j'aimerais beaucoup parler avec toi, c'est aussi toute ton activité de poésie, toute ton activité de réflexion, tous les textes, que tu es quelqu'un qui a enseigné pendant très longtemps, tu as enseigné à Cergy, tu avais toute une activité de pédagogue, de penseur. Il y a tout un aspect théorique de ton travail qui accompagne les œuvres elles-mêmes et qui fait œuvre. Et moi, ça m'a toujours fasciné parce que je lisais tout ce que tu écrivais et je me disais, c'est un aspect qu'on ne connaît pas forcément en fait, cet aspect de réflexion et de théorie. Et donc, je me suis dit qu'on allait effectivement avoir quelques lignes de fuite comme ça autour de ton œuvre, de ce dont tu voulais parler, parce qu'au fond, moi, je suis là pour t'accompagner. Hein, c'est toi, c'est ta parole qui compte. Et peut-être la première question que je voudrais te poser, puisque je pense que tout le monde se la pose ici, c'est qu'est-ce qu'on voit là-haut? Merci, Donatien Gros. Je te remercie vraiment d'être ici, vraiment. Je pense que c'est quelqu'un de passionnant, de quelqu'un de rare, comme on en rencontre très peu, aussi bien intellectuellement que humainement. Je te remercie de ta générosité. Alors, cette première question me permet de dire que la plupart de mes œuvres, mais presque toutes, sont avant tout des manifestes. Et cette œuvre-là, pour moi, est un manifeste, mais à plusieurs chapitres, on pourrait dire. Alors d'abord, c'est un autoportrait de moi en écorché. Alors d'abord parce que je pense que la plupart des artistes, pas tous, sont des écorchés. Et que moi, comme tu le soulignais, j'ai dû m'écorcher moi-même pour faire œuvre. Mais ce qui était important pour moi, c'est que j'essaye toujours d'avoir et de dire un rapport avec mon époque et de dire quelque chose d'important par rapport à mon époque, avec toujours une distance critique. Et là, si on est écorché, le racisme ne peut plus s'inscrire. On ne voit pas si la peau est blanche, noire, jaune ou rouge. Et à l'heure actuelle, avec le retour de ce grand fléau, le racisme, je pense que c'était important de faire une chose comme cela. Ensuite, comme je suis un peu féministe sur les bords, vous avez peut-être entendu cela de loin, il était important pour moi de montrer un autoportrait, un corps
qui n'est pas le mien, mais qui est un corps solide, mature, un corps fort qui n'a rien à voir avec les corps que l'on voit sur les podiums de mode ou dans les magazines. C'était vraiment important de montrer ce type de corps pour être dans l'autre plateau de la balance. D'autre part, dans toute mon œuvre, il y a ce « et » qui remplace le « ou ». Et là, nous avons effectivement des anatomies du temps de Vézal, mais en même temps ramenées complètement à notre époque avec une lecture de notre époque qui les ramène à quelque chose de beaucoup cyborg, avec ces prothèses qui sont des prothèses que j'utilise pendant mes performances. Donc pour moi, c'était important de faire se rencontrer deux temps et d'avoir une lecture de mon époque d'un corps écorché. D'autre part, ce corps, je lui fais prendre au ralenti la position de la Statue de la Liberté. Parce que nous avons tous et toutes besoin de liberté et des libertés, quelles qu'elles soient. Et là, pour le moment, nous sommes dans un moment absolument terrible. Vous savez que Facebook cherche le moindre sein nu pour le flouter, que s'il y a un nu artistique ou pas, on ferme le blog. Donc, il y a vraiment du mauvais sang à se faire. On est vraiment à une époque où on est en train de reculoter la chapelle Sixtine. Et je pense que ça va être de pire en pire. Donc moi, il me paraissait important de dire quelque chose là-dessus, de faire quelque chose là-dessus, de pointer, d'interroger quelque chose. Parce qu'effectivement, toute mon œuvre est une interrogation du statut du corps dans la société via toutes les pressions culturelles, traditionnelles, politiques et religieuses qui s'inscrivent dans les corps, dans les chairs, et particulièrement les chairs féminines. Donc voilà comment on peut poser les choses dès le départ avec cette vidéo. Maintenant, j'aimerais bien qu'on mette le PowerPoint. Et le PowerPoint, je dois dire que vous allez voir, c'est effectivement une question de biographie. Et la biographie, c'est comme l'identité. C'est vraiment une fiction. C'est des images qu'on se fait de nous-mêmes ou des images que les autres se font de nous-mêmes ou vous racontent. Alors bien sûr, il s'agit de s'en emparer, il s'agit de le jouer, de le surjouer, d'en faire autre chose, comme dans une œuvre que vous verrez passer tout à l'heure, tentative de sortir du cadre. Mais ça, effectivement, c'est une œuvre que j'ai faite qui s'appelle « Femme avec tête ». Ça mène à plein de questions, ce que tu dis. Enfin, un peu de champagne. Bah, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Hop, là, merci beaucoup. Bon. À votre bonne santé mentale. Bon, bah, écoutez. Et donc, pour ça mène. J'ai pris plein de notes quand tu parlais, donc je vais reprendre ça. Il y a une chose une question que je voulais te poser sur la. Tu parlais du temps, du rapport au temps. Je pense que c'est une chose qui est assez particulière et très intéressante avec toi, c'est que tu es en rapport avec beaucoup de temps différents en fait. Ton temps n'est pas un seul temps, c'est l'époque dans laquelle tu vis, c'est l'époque, c'est l'épaisseur de ton œuvre et de la façon dont elle évolue. C'est aussi le temps de l'histoire de l'art, avec lequel tu as un rapport permanent, tu la connais tellement bien depuis le début, et c'est le temps de toutes les civilisations auxquelles tu fais référence, qui elles-mêmes ont des temporalités extrêmement différent. Donc, quel est le temps d'Orlan ? Ah, ça, c'est une question. Je te remercie de me l'avoir posée. Il y a plusieurs temps, bien sûr. Il y a plusieurs temps. Mais en fait, le temps dont je parlais ici, ce mélange de temps, c'est quelque chose qui vraiment me vient du baroque. Et j'ai esquissé ça tout à l'heure. La religion chrétienne nous oblige à choisir entre le bien ou le mal. Et quand tout à coup j'ai étudié le baroque,
et que je suis allé en Italie pour faire des repérages, j'ai vu bien sûr la Sainte Thérèse qui jouit de la flèche de l'ange dans une extase érotique et extatique. Bien sûr, Lacan en a beaucoup parlé, et ce « et » m'a beaucoup intéressé, et pratiquement toutes mes œuvres sont avec ce « et ». C'est pour ça que très souvent, les temps sont mélangés, et surtout, je pense qu'effectivement, comme beaucoup d'autres, c'est avec l'histoire qu'on peut se situer et tout à coup faire œuvre pour le futur, mais il faut déjà avoir ce pied à cet endroit pour pouvoir prendre de la distance et pour pouvoir effectivement avoir une attitude, un positionnement. Mais surtout, il ne faut pas, je n'aime pas les mots d'ordre, mais pourtant, désigner uniquement notre temps comme étant le temps le meilleur. C'est exactement aussi, on n'est pas au centre de toute chose. Et on s'aperçoit à l'heure actuelle que le végétal, comme l'animal, et même le minéral, sont peut-être des êtres vivants tout aussi intéressants que nous, ce qu'on a absolument placé de côté. Donc voilà ce que je peux dire à partir de ce « et vous verrez qu'il y a beaucoup de mes œuvres qui sont construites à partir de ce « et » qui mélange plusieurs temps. Et le futur ? Le futur ? Oui, parce que souviens-toi du futur, bien sûr. Parce qu'une grande partie de ton œuvre aussi a consisté et consiste à prendre les nouvelles techniques au moment où elles arrivent, juste avant qu'elles ne soient vraiment les techniques. La réalité augmentée, l'être cyborg. Le Minitel ? Le Minitel. Les photocopieuses ? En fait, moi, je suis quelqu'un qui est toujours en éveil et qui est toujours très excité par ce qui se passe, par ce que je vois, par ce que je peux saisir. Et j'essaye de me situer par rapport à ça. Et c'est vraiment, pour moi, extrêmement important de ne pas être ni technophile, ni technophobe. Et je vis mon temps avec le maximum d'intensité, mais bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, avec une distance critique. Donc, effectivement, dès que la photocopieuse est apparue, j'ai sauté dessus. J'ai sauté dessus avec une plaque de marbre. Et j'ai fait du faux marbre. Et avec ce faux marbre fait sur des papiers de couleur, j'ai fait des collages. Et ça, c'était très important pour moi. Et c'était que de la photocopieuse. Mais ensuite, le Minitel. En France, c'est complètement dingue. Chaque foyer recevait un Minitel chez lui. C'est absolument incroyable. Mais on ne savait absolument pas et on ne voulait absolument pas savoir ce qu'il y avait dans ces robinets ouverts. Donc moi, je m'en suis emparé. J'ai fait une revue qui s'appelle Araxé Revue, qui n'était pas du tout sur l'actualité, qui était une revue où je proposais à des artistes de s'interroger sur cette chose qui était dans chaque foyer et d'essayer de la détourner, de la dérégler, de l'utiliser autrement. Et il faut dire, pour ceux qui ne connaissent pas le Minitel, que c'était un truc avec des grands pavés carrés en 7 dégradés de gris. Je vous assure que ce n'était pas glamour et que c'était très difficile d'en faire quelque chose, de le détourner, etc. Au moment où on commençait tous à penser par la meilleure définition, que c'était forcément beaucoup mieux s'il y avait meilleure définition. Donc, j'ai sauté aussi là-dessus, sur le Minitel. J'ai essayé d'en faire quelque chose, de me situer, de dire quelque chose, de l'offrir aux autres, de réfléchir en intelligence collective à ce qui se passait là. Et pourquoi ? Et bien sûr, après, je l'ai fait avec la palette graphique, je l'ai fait avec la réalité augmentée et dernièrement avec l'intelligence artificielle, où j'ai essayé de mélanger l'intelligence artificielle, l'intelligence collective et l'intelligence sociale, qui sont souvent que des stupidités. C'est l'œuvre que tu avais présentée au Grand Palais. Voilà, on la verra passer probablement. C'est une œuvre qui est un robot qui me ressemble et qui parle avec ma voix, parce que j'ai enregistré 22 000 mots que j'ai mis dans des MP3 séparés. Et ce robot, l'orlanoïde, est capable de lire au fur et à mesure que les textes sont créés
par le générateur de texte, de lire tous les textes qui sont toujours différents avec ma voix et en continu et tout de suite. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi. Et je dois dire, excuse-moi si je la fais un peu longue, c'était important pour moi aussi que ce générateur de texte mélange ma poésie. Parce que j'écris chaque nuit, ou presque, des textes qui sont pour moi pas intéressants. Et ce qui les a rendus intéressants, c'est qu'effectivement, Baudouin-Jalinck, qui vient de faire le petit livre, a publié ces textes. Mais moi, c'était des textes qui étaient de l'automatisme psychique pur. Et donc, pour moi, ce n'est pas du tout ma manière d'agir et de ma manière de faire les choses. Ce que j'aime, c'est quand c'est élaboré, travaillé, et que ce n'est pas juste un truc qu'on a fait sous soi. Et donc, j'écris des textes toutes les nuits, et j'ai demandé donc à la personne qui s'occupait du générateur de texte de mélanger les textes de la machine avec les textes de la machine corps. Parce que je pense que ça fonctionne exactement de la même manière. On a des mémoires et effectivement la pensée va puiser dans des mémoires et tout à coup écrit quelque chose qui n'a rien à voir avec quelque chose d'élaboré, de pensé, de réfléchi, avec un recul. C'est direct. Tu peux nous parler un peu plus de ces textes que tu écris chaque nuit, leur processus de naissance et quels sont-ils? Alors, ce qui est compliqué, c'est que ça a beaucoup évolué. C'est de la poésie quand même, tu les déqualifies comme une forme de poésie. Oui, mais ça ne rime pas. Et c'est donc de la poésie, mais c'est une certaine poésie. Alors bien sûr, je ne la faisais pas quand j'avais 15 ans, comme je la fais maintenant. Mais maintenant, en fait, je me suis rendu compte, comme vous, que j'écris toute la journée des textes pour l'Internet, pour l'Instagram, enfin avec le minimum de mots, le minimum de syntaxe et le plus rapide possible. Et puis, je prépare des énormes listes, mes assistants qui sont dans la salle le savent, de management, il faut faire ça, ça c'est une priorité, ça c'en est pas une, ceci, cela, etc. Et finalement, on y perd ces mots, on y perd son vocabulaire. Et donc, la nuit, j'essaye que le vocabulaire revienne, l'autre vocabulaire, l'autre syntaxe. Mais c'est en même temps, on pourrait dire, des sortes de listes de mots, de phrases qui me viennent. Tu dors peu la nuit? Ah oui. Là, on va aller dîner et après, je vais rentrer et je vais travailler, comme l'autre jour après le Toscano. Et voilà, je vais travailler jusqu'à 5-6 heures du matin parce que, en fait, ce que j'aime, c'est voir le jour se lever. Ça me rassure sur mon compte. Je suis bien vivante, c'est bien d'être bien vivante. Et donc, voilà, puis je dors après, un peu. Je pense que c'est aussi ça qui est... Et tu parlais du degré d'élaboration. Et dans ton activité d'écriture, comment est-ce que tu vois le lien entre les textes que tu écris, sorte d'écriture d'automatisme psychique, comme tu le crées, et les textes théoriques que tu écris? Est-ce que ce sont des choses qui n'ont rien à voir, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui a à voir? Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais tu m'ouvres la porte pour dire qu'en fait, la plupart de mes œuvres sont toujours nées de lecture. C'est vraiment de la lecture au passage à l'acte. Comme les opérations chirurgicales, c'est vraiment né de lecture d'un livre d'Eugénie Lemoine-Nuccioni, psychanalyste lacanienne. Toutes les fois, c'est ce qui me donne du ressort. J'ai beaucoup travaillé sur les plis, j'ai beaucoup lu Deleuze et j'ai beaucoup travaillé sur le drapé et sur le baroque. Donc ça va de pair, ça va de soi. Et quand je lis, tout à coup, la machine intellectuelle, la machine à penser se met en route. Et non seulement la machine à penser, mais aussi l'imaginaire, l'invention. Et c'est comme ça, tout à coup, que non seulement des idées me viennent, mais des élaborations possibles d'œuvres me viennent. Donc, j'adore lire, mais c'est très difficile de lire, c'est un très grand luxe. Donc voilà, en tout cas, toutes mes œuvres sont nées pratiquement de textes théoriques. Mais je pense aussi que quand tu écris, il y a un lien tout de même avec ce que tu décrivais comme ton activité
de Poésie nocturne, c'est que tu es très très attentive aux mots et aux mots justes. Et tu passes un temps extrême à essayer de décrire ou de motiver ou de préciser ou de motiver tes œuvres avec un extrême souci. Et lire tes textes, il y a une vraie poétique scripturale. Enfin, tu as une manière d'écrire très particulière. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu cherches quand tu écris? Parce que je vous invite vraiment à lire tous les textes d'Orland, parce que ce sont des textes théoriques qu'on ne connaît pas forcément et qui sont d'une très très grande importance. Oui, alors qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je ne sais pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai fait les opérations chirurgicales, j'ai écrit un manifeste qui s'appelle l'art charnel. Et effectivement, c'était pour me différencier du body art. Et ça, pour moi, ça me paraissait vraiment très, très important, parce que pour moi, le body art, c'est vraiment sur la limite physique et psychologique du corps. C'est se faire souffrir de toute manière possible. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt dans le corps plaisir, et que ça me paraissait absolument très anachronique, quoi. Je respecte beaucoup d'artistes qui travaillent comme ça et qui font des œuvres intéressantes, comme Marina Abramovic, comme Yann Fabre, etc. Mais ce n'est pas mon scénario. Mon scénario, c'est de me différencier de ça. Et pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Je pense qu'effectivement, la douleur est intéressante comme alarme, mais la souffrance est en option. On n'est pas obligé de fortifier cette chose-là. Je pense que c'est vraiment intéressant de se défaire en tant que femme de « tu accoucheras dans la douleur ». Il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêtons. Et d'ailleurs, dans les fameuses opérations performance, tu souriais. Et c'était un élément très important de l'œuvre. Oui. Ah, mais tu as raison. C'était très important. Je transmets, toutes les opérations chirurgicales ont été transmises, tu parlais tout à l'heure de nouvelles technologies, par satellite. Vous savez qu'à cette époque-là, vous êtes probablement ou presque dans cette salle jeune, donc vous ne savez pas ça, mais on n'avait pas la webcam. La webcam, ça n'existait pas. Donc, on louait des réseaux satellites. Alors, c'était compliqué. Ça coûtait cher, ça ne marchait pas à tous les coups. Mais bon, moi, je voulais être pionnière. Je faisais un truc qui me paraissait quand même pionnier. J'étais la première artiste à faire des opérations chirurgicales performances sur mon corps à des fins autres que ce qui est prescrit pour la chirurgie plastique. Donc, ça me paraissait important d'utiliser des moyens de mon temps qui étaient pionnés à cette époque. Alors maintenant, ça paraît vraiment un truc vieillot et muséographique. Mais ça, c'est pour moi tout le temps un truc extrêmement important. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question aussi, à peu près. Si. Mais alors, il y a une autre question dont je voulais te parler, c'est le sujet de l'hybridation. Parce que c'est sur le rapport à l'identité, le rapport d'identité qui est une fiction, c'est que je pense que le thème de l'hybridation est une chose qui traverse tout ton travail, toute ton œuvre. Les fameuses auto-hybridations avec les différentes, que vous verrez probablement passer, avec les différentes civilisations, Mais au fond, c'est toujours, et c'est un peu aussi le statut de rapport à ta chair, c'est que c'est toujours un mélange entre quelque chose qui est et quelque chose qui est ailleurs, quelque chose qui advient. Ça peut être la machine, ça peut être le robot, ça peut être les images. Dans les fameuses auto-hybridations, tu as mêlé ton visage avec celui d'une série de masques, de simulations. Et je pense que c'est pas... Est-ce que le statut de ces visages, est-ce que c'est un statut de masque qui vient recouvrir, ou est-ce que c'est un mélange? Donc une hybridation. Alors, il faut d'abord dire que peut-être, pour les opérations chirurgicales, mon principal but était d'enlever le masque de l'inné, de me battre contre ce masque, parce que moi je considère que c'est un masque. Je n'ai pas choisi mon nez, je n'ai pas choisi la couleur de mes yeux, je n'ai pas choisi la longueur de mes jambes, je n'ai rien choisi. Donc ça me paraissait vraiment important de ne pas respecter cette histoire de la nature qui m'oblige à me mettre à un endroit d'une certaine manière, etc. Donc c'est ça que j'ai voulu faire bouger.
Mais ce qui est important aussi, qui n'a pas été dit par rapport aux opérations chirurgicales, parce que les journaux n'aiment pas ce genre de choses, en fait, ce qui était important pour moi, c'était de mettre de la figure sur mon visage. C'est-à-dire, c'était déjà une hybridation, on pourrait dire, entre l'inné et puis un autoportrait que je me faisais de moi à ma manière, d'une autre manière, autrement, mais bien sûr avec une part qui était charnelle, une part qui était mon corps. Et ensuite, ces opérations chirurgicales n'ont pas été faites d'une manière personnelle. Je ne me suis pas réveillée un jour en me disant, tiens, oh, si je me faisais opérer, comme ça serait chouette. Et puis, ça amènerait les médias, et puis je serais plus belle. Non, c'est pas ça. J'ai voulu faire quelque chose qui puisse me servir dans mon œuvre, aussi bien pendant l'opération, parce que ça, c'était le plus important, ce qui se passait pendant, et après. Et après, c'était d'utiliser ma nouvelle image pour faire de nouvelles images. Et effectivement, ces nouvelles images, elles sont faites à partir de ce nouveau visage, avec ses bosses. Parce que, il faut quand même que je dise ça, excuse-moi, je la fais à longue, mais en fait, j'ai voulu qu'on fasse un geste opératoire qui n'avait jamais été fait, et surtout, qui n'était pas censé apporter de la beauté. Si vous me décrivez et que vous dites c'est une femme qui a 2 bosses sur les tempes, bah, tout le monde va penser que je suis un monstre absolument indésirable. Si on me voit, ça ne change pas à tous les coups, mais ça peut changer. C'est-à-dire que finalement, cette petite différence, ce petit dérèglement, parce qu'en fait c'est juste qui a fait beaucoup parler de lui, hein, de toutes sortes, et qui a fait scandale, etc. C'est juste un petit dérèglement, mais un petit déplacement. C'est des prothèses que l'on met d'habitude sur les joues que j'ai fait mettre ici. Donc c'est un tout petit déplacement. Mais avec ce tout petit déplacement, effectivement, je changeais la donne. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire que j'avais voulu être plus belle. C'est exactement le contraire. Et c'est devenu quand même un organe de séduction. C'est devenu ma décapotable. Donc, vous voyez comme je me suis mal conduite. Mais c'est en se conduisant mal que tout à coup, on peut dire des choses, on pourrait dire bien, dans un projet de société, aux autres, pour essayer d'ouvrir les esprits, d'être en dehors des prêts-à-penser. Alors, j'en reviens à ta question des self-hybridations. Donc, ensuite, j'ai utilisé cette image avec les 2 bosses, qui tout de suite après les opérations étaient beaucoup plus grosses que maintenant. Et j'ai fait des nouvelles œuvres avec de nouveaux référents. Donc j'ai commencé par les Américaines indiennes et j'ai essayé de faire des êtres mutants qui sortent de la terre et de la pierre, puisque mon référent était la statuaire. Et donc ça, c'est pour moi extrêmement important, mais c'était en même temps une hospitalité pour l'autre, pour la culture de l'autre, pour l'invention de l'autre, pour même les standards de beauté de l'autre. Parce que qu'est-ce que c'est que la beauté? La beauté, ça n'existe pas, hein. C'est juste une convention qui est faite par l'idéologie dominante et qui vous dit que si vous allez voir des images, par exemple, de self-hybridation africaine, vous allez voir qu'il y a une femme avec un énorme labret, mais plus le labret était énorme dans sa tribu, plus elle faisait bander les mecs. Donc nous, si actuellement tu avais un labret, ou si j'en avais un, eh bien on serait juste considérés comme des monstres imbaisables. Donc, voyez que c'est toujours une question d'idéologie dominante en un point donné géographiquement et historiquement. Et donc, ce qui me paraissait vraiment important, c'est effectivement de faire un signe, de faire un clin d'œil à des zones de culture tout à fait différentes de la mienne. Mais ici, on a une pression sur les corps absolument incroyable. Notre période déteste la chair. Donc,
effectivement, pour parler de la chair, c'est très très difficile. Et pour moi, en fait, la colonne vertébrale de toutes mes œuvres, c'est une colonne vertébrale, c'est un concept. Et ensuite, j'essaye de trouver la bonne matérialité pour dire quelque chose d'important par rapport à mon époque. Donc toutes les fois, c'est construit de la même manière, et les hybridations aussi. Tu as parlé quand tu parlais des opérations, tu disais tu utilisais cette phrase que tu utilises souvent, et avec ce concept dont on a déjà parlé pas mal ensemble, mais que je pense que ce serait intéressant que tu élucides pour vous. Tu disais mettre de la figure sur mon visage. Figure, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Mais de la figure, c'est déjà une référence, bien sûr, à la peinture, puisqu'il y a paysage, figure, marine. Donc c'était dans ce sens-là. C'était de mettre quelque chose de fabriqué, de construit, en fait, d'être hors de soi pour se trouver vraiment, pour être soi. Donc c'était de ce côté-là que ça se passait. Une autre question que je voudrais te poser, c'est sur le statut de l'œuvre, en fait. Parce que une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir qu'il t'arrivait, pour des œuvres perdues, disparues, de les refaire, au fond, qui est aussi une particularité des artistes qui ont travaillé autour de la performance dans les années 60, 70. Beaucoup d'œuvres ont été perdues, et même la structure de l'œuvre n'était pas forcément faite pour être gardée. Et est-ce que tu pourrais me parler de ces œuvres, des premières que tu as refaites, mais aussi des performances, le baiser de l'artiste, je crois que la structure a été, la structure a été refaite. Une partie. Une partie. Est-ce que tu peux me parler en fait du statut de l'œuvre et de façon, qu'est-ce que l'original et comment tu vois ces œuvres que tu refais? Alors vraiment l'original, ça me fait l'impression de l'origine. Je déteste les origines. Les origines, c'est toujours ce qui vraiment nous interdit de bouger. Hein. C'est comme les racines. Moi, je pense qu'on n'a pas des racines, mais qu'on a des ressources. Ce qui est intéressant, c'est ces ressources. Et une œuvre originale, c'est une ressource. Tant que je suis vivante, je peux m'en servir pour faire quelque chose avec cette ressource. Alors, il faut se dire aussi que je suis d'une génération où vraiment on faisait des photos, on n'en faisait pas, n'importe comment, les appareils de photos, ce n'étaient pas les mêmes qu'actuellement, donc c'était très difficilement manipulable, on ne tirait pas toutes les photos, ça coûtait très cher, etc. Donc il y a beaucoup d'artistes comme moi qui ont presque plus rien de leur patrimoine. Et puis, même quand on les a tirés, ben effectivement, le soleil, le temps qui est notre ennemi, fait que ça s'annule, que ça s'effiloche, que ça devient horrible, que ce n'est plus exposable. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne les referai pas. Là, par exemple, j'ai fait une exposition, pas cette FIAC, mais la FIAC d'avant, chez Cesson et Bennetière, ma nouvelle galerie, et ils ont été formidables parce que d'habitude, on vous dit toujours alors, qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que tu vas faire pour l'expo? Et même après l'expo, qu'est-ce que tu vas faire de vraiment nouveau, quoi? Et eux m'ont dit, tu es une artiste historique, on veut relire ton histoire. Et je dis, oui, mais l'histoire, justement, il y a des photos qui sont mauvaises, il y a des photos qui sont foutues, il y a des photos qu'il faut tirer, qu'on n'a jamais tirées. Ce n'est pas des vintage, comment ça va être pris par l'audience, par le public, par les collectionneurs? Ils m'ont dit, ça ne fait rien, tu fais ce que tu penses qui est ce qu'il faut faire, qui est le mieux. Et alors moi, je me suis aperçu, comme je ne suis pas une jeune artiste, que j'avais des quantités d'œuvres et de séries qui avaient été montrées une fois, comme j'étais jeune, parfois dans un coin sombre, et ensuite, qui sont dans mon storage, pour mes héritiers. En plus, j'en ai pas, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, c'est incroyable. Tout à coup, je me suis dit, mais il y a des trésors, des choses où j'ai mis tout mon fric, tout mon cœur, toutes mes idées, toutes mes pensées, tout ce qui se rapportait à mon époque, et puis ça n'existe plus. Et effectivement, j'ai pensé à des œuvres que j'adore vraiment, mais qui sont tellement loin de moi, parce que je ne les ai pas mis là-dessus, c'est dommage. Je ne les ai pas mis sur le PowerPoint. C'est des œuvres, en fait, c'est des peintures. Alors, moi, vous savez, comme la plupart des jeunes artistes,
J'ai remonté l'histoire de l'art, j'ai fait du figuratif, du semi-figuratif, de l'abstraction lyrique, de l'abstraction géométrique, bon, etc. J'ai tout fait pour voir ce qui se passait par là, ce que je pouvais faire, comment je pouvais, moi, dire quelque chose à cet endroit. Et alors, j'avais des œuvres que j'adorais et qui étaient de la peinture, mais moi, en tant qu'artiste, je voulais absolument pas être une artiste traditionnelle, avec un pinceau et de la bonne peinture. Alors, j'ai peint sur des laminés au pistolet, dans un garage, des œuvres géométriques avec des réserves. Et c'était des œuvres, donc avec de la peinture de carrossier, vraiment laquée, brillante, comme un miroir. Et tout à coup, j'ai vu ces œuvres, et c'était extraordinaire, parce que tout le monde me disait « mais ça ne te ressemble pas, il n'y a pas de corps, il n'y a rien ». Et en fait, quand on les a mis dans la galerie, on a vu qu'il y avait du corps. Parce que Duchamp a dit ça, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Et là, c'était la démonstration parfaite. Parce que quand on était face à l'œuvre, comme c'était un miroir, le public se reflétait dedans, le corps était là. Mais le corps du spectateur, qui faisait encore plus l'œuvre. Donc voilà, j'ai refait ces œuvres et je pense qu'effectivement, certains puristes détestent l'idée que ce ne soit pas un vintage. Mais les vintage que j'avais étaient complètement grattés, griffés, abîmés, avaient beaucoup souffert. Et c'était impossible de les montrer comme ça, parce que ce que j'avais voulu faire, moi, c'était quelque chose de très clean, de très design, de très lisse. Donc, ce n'était pas possible de les montrer comme ça. Et déjà, il y a ton rapport à la commodification justement du design complètement retourné, comme tout le travail que tu as fait avec la mode. Ah oui, ça c'est marrant de me parler de la mode. C'est la commodification du design déjà que tu n'as cessé de retourner contre elle-même. Ah oui. Moi j'ai fait beaucoup de choses avec la mode, puisque vous avez vu dans les opérations chirurgicales, il y a aussi bien Issey Miyake que Paco Rabanne, que Lan Wu, que plein d'autres. Ça me paraissait vraiment très important, parce que le vêtement, justement, fait que le corps n'est plus écorché, qu'il y a une interface supplémentaire, et à l'intérieur même du vêtement, on peut avoir sa carte de visite, et on peut dire ce que l'on choisit. C'est la culture qui s'exprime à travers ça. C'est en même temps, bien sûr, un diagnostic social de qui on est, d'où on vient, de ce qu'on fait, et comment on veut apparaître. Vous savez combien, comme il est difficile d'apparaître différemment. Dès que vous apparaissez différemment, on essaye de vous faire rentrer dans les rangs. C'est comme écrire le nom en majuscule. C'est pas possible, c'est impossible, c'est infaisable. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes les fois où on veut avoir un projet de société, on veut avoir une attitude, il faut se battre tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est très fatigant. Mais ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine d'essayer de changer notre société et de poser des questions sur ce que nous sommes et ce que nous pensons et comment nous nous habillons. Et dans toutes les œuvres que j'ai fait beaucoup de choses qui s'appellent des striptease. Et pardonne-moi, je fais cette parenthèse. Pour moi, pour une femme, c'est absolument impossible de se stripteaser. Parce qu'il y a tellement d'images, de fantasmes, de normes, de modèles qui nous habillent qu'on ne peut pas se dénuder. C'est impossible. On est toujours aussi habillé. Donc, la mode, en fait, moi, m'intéresse beaucoup. J'ai des vêtements, si je les prends, je suis très fatigué, et bien tout à coup, je suis en pleine forme. Donc, c'est un autre équipage, on pourrait dire, qui fait que tout à coup, on a une attitude différente au monde. Et ça, c'est extrêmement important, ce que le vêtement peut nous apporter de ce côté-là, pourvu qu'on en soit conscient. On reviendra au projet de société plus tard, parce que c'est la dernière question que je voudrais te poser plus tard. Je voudrais t'interroger sur Duchamp. Parce que j'ai beaucoup pensé, tu y as beaucoup réfléchi, tu as parlé de lui, et j'ai beaucoup pensé que tu étais une figure à la Duchamp. C'est-à-dire, après le ready-made, qu'est-ce qu'on fait ? Après l'art charnel tel que tu l'as développé, qu'est-ce qu'on fait ? Et quel est ton regard sur Duchamp ?
En tout cas, moi, je ne suis pas dans qu'est-ce qu'on fait, c'est dans qu'est-ce qui est intéressant de faire aujourd'hui, de dire, et comment se situer dans le merdier actuel, quoi. C'est ça qui me pousse. Mais Duchamp, bon, bien évidemment, c'est une des personnes que j'admire le plus, enfin des artistes que j'admire le plus, et qui a apporté quelque chose de définitif, de différent, etc. C'est vrai que la plupart des artistes qu'on voit aujourd'hui sont des artistes fabriqués en école d'art qui font, non pas de l'art, qui ne sont pas artistes, mais qui font style art. Et ça peut très bien marcher, hein, c'est un boulot comme un autre. Donc là, effectivement, Duchamp, c'était vraiment quelqu'un qui était non seulement habité par quelque chose, mais qui avait quelque chose à dire à ce moment-là par rapport à l'art et à transformer nos habitudes, nos regards. Donc, il a bien sûr toute mon admiration. Mais je vais dire un truc horrible, absolument horrible. Picasso a toute mon admiration. Simplement, je pense qu'humainement, c'est un abruti. Mais au niveau de la peinture, au niveau de ce qu'il a fait, de la liberté qu'il a prise de partout, c'était extraordinaire. Mais là, je dénonce quelque chose qui est insupportable. Je pense qu'il peignait Dora Maar pratiquement que quand elle pleurait, ou presque. Donc, c'est quand même assez étonnant. Donc, il a dû la faire pleurer quand même beaucoup, ainsi que les autres. Mais ce qu'il a fait vraiment passionnant, quand on regarde toute son œuvre, on ne peut qu'être admiratif. Et je suis très admiratif du Duchamp et de Picasso et de bien d'autres. Je pense qu'un petit exercice d'admiration, c'est très important pour nos égos. Et c'est très important d'aimer et de dire ce que l'on aime. Mais c'est pas aimer, c'est pas comme dans l'Internet, faire clic, 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 like pas. Non, c'est avec des arguments, c'est avec un regard, avec une mise en place de ce qu'on est en train de dire. Tu parlais tout à l'heure des écoles d'art, et on n'en a jamais parlé, mais tu as enseigné pendant longtemps en école d'art, et je me suis toujours demandé quel type de professeur tu étais quand tu enseignais. Il faut le demander à mes étudiants et étudiantes. Mais comment tu voyais ce que tu faisais? Parce que ce que tu fais est tellement... Quand on a un artiste ou une artiste qui fait quelque chose de tellement radical, comment est-ce qu'on enseigne, comme en plus on est ici à la Sorbonne, à d'autres? Alors pour moi, je n'enseignais pas. Pour moi, j'étais un coach, un manager, et j'essayais de donner le maximum d'éléments pour que la personne, avec sa logique, puisse se nourrir, puisse en faire quelque chose, puisse le détourner. Et j'essayais vraiment d'être très loin de moi-même, parce que je pense que le simple fait, en tant que Orlan, d'enseigner dans une école d'art, c'était déjà énormément de pression et énormément d'exemples pour les étudiants. Donc ce qui me paraissait important, c'était d'être toujours en retrait. Et souvent, même, j'étais vraiment l'image traditionnelle là, de la poule qui pousse les poussins. C'est vrai que j'ai jamais eu de rapport, de rapport incestueux à tous les niveaux avec les étudiants. J'ai toujours essayé qu'ils se trouvent eux-mêmes, qu'ils soient capables de se fabriquer eux-mêmes et de leur donner juste des éléments qui pouvaient se faire, des éléments intellectuels, des éléments matériels, etc. Mais le problème, c'est que je me suis retrouvé à la fin de mon enseignement avec des étudiants qui ne me demandaient pas du tout des références intellectuelles, qui ne me demandaient pas de leur refaire l'histoire de l'art, non, qui me disaient « mais de quel droit tu as le droit de me parler, toi, ce soir? Tu peux me donner ton relevé bancaire? Je suis sûr que j'ai vendu plus que toi ce mois. » Ou ils me disaient « mais tout ce que tu nous racontes sur Duchamp, sur Picasso, sur je ne sais pas quoi, mais nous, on n'est pas là, on est actuel, ça ne nous intéresse pas, donne-nous plutôt les bonnes adresses, dis-nous ce qu'il faut pour entrer dans tel réseau, dans telle galerie, ou donne-nous l'email de monsieur Untel, parce que ça m'intéresse. » Donc, vous voyez, on est aussi obligé sans arrêt, quand on est prof ou autre chose,
de gérer une situation, de régler quelque chose par rapport à un environnement et par rapport à des pressions très différentes. Parce que ça ne se passait pas du tout comme ça avant. J'ai 2 questions encore à te poser, puis après peut-être je passerai le micro à Frédéric pour ouvrir la discussion à vous. Et la première de mes 2 questions, c'est est-ce qu'on t'a déjà proposé d'écrire ton autobiographie? Et si oui, est-ce que tu dirais oui? Sinon, est-ce que tu dirais oui? Ah oui. Ah oui, je dirais oui. Ah oui, 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 oui. On ne te l'a pas proposé? On m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Mais j'aimerais bien qu'on me pousse un peu plus, quoi, comme coach, comme manager, qu'on me dise, bon, avant que ta mémoire se tire totalement, il vaudrait mieux que tu parles de ce que tu as vécu. Bon bah vous voyez, ça c'est le projet après ce soir. Alors l'autre question, on a la réponse, l'autre question que je vais te poser, ce sera ma dernière question, c'est, je la garde depuis tout à l'heure, c'est tu parles de ton projet de société, du projet de société qui doit être présent dans l'art avec l'art. Donc ce soir, pour nous, à la Sorbonne, est-ce que tu peux nous le révéler? Bon, il faut au moins que je vous fasse rigoler parce que, bon, on voit bien tout à travers mon œuvre, ce que je déteste, ce que je voudrais faire évoluer, l'extrême droite qui arrive de partout, la religion, la censure, etc. Bon, je ne sais même pas si je dois vous faire ça, mais par contre, ce que j'aimerais bien, ça serait ma première question au public, puisque tu vas t'en aller. Réponds. Non, mais je vais répondre. Alors, ce qui est intéressant comme question, plutôt, c'est si j'étais dictatrice, qu'est-ce que je ferais? Et toi, si tu étais dictateur, qu'est-ce que tu ferais? C'est la question. Ah, il est pénible, hein. Parce que c'est une... Alors, oui, si j'étais dictatrice, j'interdirais les rideaux de douche. Vous voyez, tout le monde vote pour moi, non? C'est insupportable, hein, ça colle. Non, c'est terrible. 2. Alors, j'interdirais les dentiers. C'est quand même une bonne opération, ça, hein, parce que c'est quand même assez ignoble qu'on supporte que des gens pauvres soient obligés de se faire des dentiers alors qu'on peut se faire des implants avec ses propres os ou comme ce que j'ai avec des os de bœuf. Je suis hybridé avec un bœuf, je ne sais pas si je te l'avais dit. Non. Et c'est un bœuf très très gentil, hein. On ne voit pas les cornes, mais vraiment, il est très efficace. Bon, déjà, en plus, je ferais mieux que Mao. Il a été très intelligent en mettant qu'un gosse par foyer, mais le problème, c'est qu'effectivement, ça a desservi les filles. Et donc, moi, je serais beaucoup plus intelligente que lui. Je dirais, bon, d'accord, si vous voulez voir comment la machine marche, un gosse, d'accord, c'est biologique. Mais après, vous êtes obligé d'adopter un enfant de sexe opposé. Et ça règle tous les problèmes. Tu vois, déjà, vous votez pour moi? Bon, d'accord. Encore une résolution? Une résolution. J'interdirai de mourir. Interdit. Vous n'avez pas le droit. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Tu ne crois pas? Je suis d'accord. Ah, bon, vous signez ma pétition, elle est sur mon site orlan.net. Orlan.net. Et d'ailleurs, vous allez voir la performance filmée de ma pétition contre la mort. C'est très, très important, la pétition contre la mort. Excuse-moi, je fais une grande parenthèse, mais vous vous rendez compte, on a tiré la courte paille. Vous vous rendez compte? Il y a certaines espèces de baleines qui peuvent vivre 300 ans. Moi, si j'avais 300 ans, je peux vous assurer que je mangerais autre chose que du plancton. Je ferai autre chose. Bon, les homards, si on ne les a pas bouffés d'avance, ils vivent très longtemps. Les tortues, c'est pareil. Et moi, tu parlais d'hybridation, je vais être absolument hybridé avec un séquoia géant. 3500, 4500 ans en pleine forme. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et la religion, et tout le monde nous a formatés
pour accepter, pour dire, bah oui, on doit mourir, puis si on ne mourrait pas, ça serait triste, ça serait pas bien, on s'ennuierait, etc. Pas du tout, moi je m'ennuierais pas. Moi je m'ennuierais pas. Hein. Donc il faut arrêter avec ça. Mais le simple fait de cette tentative de sortir du cadre, parce que vous avez compris, j'ai toujours essayé de sortir du cadre. Et effectivement, le simple fait de se dire que la mort est juste une maladie parmi tant d'autres, il faut lire le livre de Laurent Alexandre, La mort de la mort, eh bien, vous verrez que ça ouvre complètement un champ et d'autres paradigmes, et que vraiment, on devient très différent dans sa tête, quoi. Donc, ça me paraît vraiment très, très important. Alors, bien sûr, si vous voulez mon projet de société au complet, je peux vous le faire, mais plus tard, par écrit, par exemple. Bon. Mais comme ça, vous voterez pour moi. Merci Orlan, merci à tous. Je passe la parole à Frédéric, je vais vous laisser. Et merci infiniment Orlan de cette discussion. À titre personnel, c'était absolument, absolument passionnant. Merci. Avec Donatien. On échange de lunettes. Voilà. Ah oui, là, ça va être très hybridé. Hein. Oui, ça c'est sûr. Merci infiniment, Roland. Donc, si peut-être qu'on peut nous remettre un tout petit peu de lumière, un tout petit peu pour arriver à voir d'où pourraient venir les questions. Donc, on a prévu 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses entre l'auditoire et Orlan, et elle a très gentiment apprécié, accepté de se prêter au jeu. Donc, je vous en prie, levez la main, on vous repérera, maintenant que vous n'êtes plus dans la pénombre, et on les prendra. Donc, un magnifique photographe qui lève la main. Ah, pardon. Ah oui. Ça marche, oui. Vous avez dit que vous n'aviez pas d'héritier. Ne voudriez-vous pas m'adopter? Vous avez dit que vous n'aviez pas d'héritier. Je voudrais savoir si vous vouliez m'adopter. Vous sortez du noir, là, et je ne sais pas qui vous êtes, ce que vous faites, mais on ne sait jamais, hein, on sait jamais. Hein. Ça peut marcher. Oui, il faut envoyer une lettre, et par hiérarchie, peut-être, je vous répondrai. Bon, non, mais qu'est-ce que vous proposez en échange? Beaucoup d'amour. Ah, ça, c'est une jolie... Oui, parce que ça peut rapporter beaucoup de fric, mais c'est vrai que j'ai beaucoup besoin d'amour. Bon, alors, je ne vous adopte pas tout de suite, mais j'étudie la question. Je vous remercie. Toutes les questions sont donc les bienvenues, vous l'aurez compris. Pire. Même les pires. Oui, bonsoir. Je me demandais, quand vous vouliez sortir du cadre, à quel point c'était pour vous-même et à quel point c'était pour montrer l'exemple. Enfin, est-ce que c'était pour vous-même ou plus pour montrer l'exemple de sortir du cadre, la liberté, quoi? Ah oui, je suis bi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que votre prise de liberté, c'est dans le but qu'on ait envie de faire pareil ou ça, à la rigueur, c'est pas grave? Si vous voulez faire pareil, je ne vais pas vous empêcher. Mais si vous voulez trouver votre voie et faire ce que vous voulez dans la vie, je ne suis pas un flic, donc c'est au choix. Je vois un doigt se lever là. Vous voyez des points communs avec Niki de Saint-Phal et Tinguely et Beuys quelquefois, dans un certain regard sur la société. Mais vous avez quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus absolu que, bien sûr, radical. Moi, j'aime bien Niki de Saint-Phal et Tinguely, donc ça ne me dérange pas que vous me compariez à ces artistes-là. Oui. J'ai bien aimé Niki tirant de la peinture, c'était quand même très fort. Mais j'aurais pas aimé avoir les rapports qu'elle a eus avec son père.
Non, ne parlons pas de mes parents. D'autres volontaires? Oui, il y a une question sur la droite, là. Ah non, je ne réponds pas aux questions de droite. Oui, mais celle-ci, je la connais, donc elle sera bien. Non, mais si je me mets comme ça, c'est de gauche. Ça va. Quand est-ce que vous avez su que vous étiez artiste, ou alors quand est-ce que vous avez décidé de devenir artiste? Mais c'est Dieu qui me l'a dit. Non, mais j'en sais rien. C'est comme la Renaissance, ça commence pas à une heure juste, à un moment défini. Ça s'est fait petit à petit. Mais en tout cas, il y a longtemps, hein, il y a 100 000 ans. Vraiment. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre, ça donnera le temps au reste de l'auditoire de rassembler ses pensées. Est-ce qu'il y a des collectionneurs dont on aimerait qu'ils n'aient pas vos œuvres? Parce que je sais que ça m'est déjà arrivé de rencontrer des artistes qui m'ont dit il y a un tel qui m'a acheté un truc et ça me fait chier, il va bouffer sous mon œuvre tous les jours et ça m'emmerde. Enfin, moi, j'adore les collectionneurs. Est-ce qu'il y a des collectionneurs dans la salle? Parce que, en fait, un collectionneur qui vous achète, eh bien, d'abord, Narcisse n'est pas blessé, hein, ça c'est clair, mais surtout, vous pouvez gérer votre imaginaire. Et en tant qu'artiste, c'est le problème le pire. Si vous n'êtes pas né riche, si vous n'avez pas en tant que femme un mec riche, un banquier, vous êtes banquier? Non. Bon. Alors, je vais réétudier votre problème. Mais, eh bien, vous êtes foutu, quoi. Donc, pour trouver l'argent, par exemple, pour faire mon robot, ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc, toutes les fois que j'ai une idée, un imaginaire, souvent, ça s'arrête tout de suite parce que je pense au fric qu'il faudra et je sais que je ne vais pas y arriver. Donc, j'adore les collectionneurs, mais quand même, ceux que je préfère, c'est ceux qui montrent les œuvres et qui les prêtent. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui les mettent à la campagne, ou dans un coin sombre, ou dans la cave, dans une réserve. Donc ça, c'est effectivement comme si c'était mort, quoi. Je repasse la parole. Oui, c'est ici. Ah oui, pardon. Vous vous êtes mis au centre de votre œuvre. Du coup, c'est vous qui êtes votre œuvre. Vous vous êtes réinventé avec ça, redéfini. Et je me demandais du coup quelle est la part de personnage, parce que vous êtes quand même en constante représentation. Du coup, est-ce que c'est vous-même ou est-ce qu'il y a un personnage et comment celui-là se définit à travers vous? Mais c'est comme mes opérations chirurgicales. Je suis entre représentation et... c'est un sfumato entre présentation et représentation. Parce que bien évidemment, il y a de la représentation. Parce qu'effectivement, je suis professionnel, donc je sais faire un certain nombre de choses. Je sais communiquer d'une certaine manière. Mais il y a aussi quelque chose qui me dévore, pour lequel j'ai la niaque et pour lequel chaque jour je m'éveille uniquement pour ça et de cette manière-là, et qui est vraiment ma vie, mon... J'aime pas beaucoup dire ma authenticité ou ma sincérité, parce que Hitler était très sincère. Hein. Mais il y a un endroit où ça se passe, quoi. Je suis vraiment habité par ça. Et puis après, effectivement, il y a un public, il y a des gens qui vous parlent, et vous avez l'habitude ou une manière de présenter les choses. Donc, effectivement, il y a de la représentation. Et je veux dire, heureusement qu'il y en a. Je vais vous raconter mon histoire privée parce que ça vous fera plaisir. Alors, quand j'étais petite, j'étais très en colère contre la société. Et vraiment, je me demandais ce que je pouvais faire parce que je n'avais pas les outils. J'étais timide. Je parlais pas fort. J'aurais pas été capable de me mettre au milieu, dans la lumière. Et en fait, je me suis dit, il faut faire quelque chose, ma petite, parce que là, ça peut pas durer comme ça toute une vie, à t'emmerder autant alors que tu as des choses à dire. Et donc, je me suis dit, tu vas faire du théâtre. Et donc, je conseille à toutes les personnes qui sont timides dans la salle de suivre mon exemple ou de dire à ceux qui sont timides de faire du théâtre,
Parce que quand vous avez appris à être face à un public, bien fort sur vos pieds, tranquille, à regarder ceux qui vous regardent, eh bien, ça change tout. Alors bien sûr, aussi en théâtre, on vous apprend à parler fort, haut et fort, à articuler, qu'on puisse vous comprendre. Mais ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire que je continue toujours à être très timide. Mais en fait, personne ne le voit. Donc ça change mon rapport au monde, complètement. C'est ça qui est important. C'est que personne ne le sache, que personne ne le voit. Peut-être une dernière question, hein, une dernière question, si j'ai bien... Je crois voir un bras se lever. Je voulais vous poser une question parce que je vous entendais. C'est moi, bonsoir. Je vous entendais à un moment donné, vous parliez du contexte actuel, de ces résurgences de racisme, des carcans aussi de la religion, de la question de la femme, etc. Et je me posais la question, est-ce que selon vous, dans ces débats publics actuels qu'il y a en ce moment, une parole d'artiste qui a une autre vision du monde et qui par cette vision va tenter de le changer, est-ce que c'est ce qui manque peut-être? Est-ce qu'on n'entend pas assez les paroles d'artistes qui voient le monde d'une telle manière que peut-être qui sont totalement différentes de celles des dirigeants? C'est pas une question, hein, c'est clair que c'est comme ça. Il vaudrait mieux effectivement que tous les artistes prennent la parole. Enfin, vous savez, il y a artistes et artistes. Hein. Il y a des artistes qui font des bohémiens la larme à l'œil à Montmartre et ils se disent artistes, autant que ceux qui font du conceptuel ou de la peinturlure que les autres. Donc, de quel artiste on parle? Il y a des artistes de droite, il y a des artistes de gauche, d'extrême droite. Donc, de quel artiste on parle? Il ne faut pas mettre tous les artistes sur un socle. Hein. Vous demandiez à Picasso de parler de féminisme, je crois que ça n'aurait pas marché très bien. Hein. Oui, je voulais vous interroger sur... Je voulais... Voilà. Le manger. Ah, bravo. Merci. Est-ce que vous êtes justement dans la subversion, hein? C'est ce mot qui me vient là maintenant. La subversion et les transgressions, c'est un peu la même chose. Oui. Pour moi, c'est un outil, mais c'est pas la fin en soi, quoi. Je suis tout entière quelque chose qui le dit le plus fort possible. Moi, je fais mon boulot et après, les autres font le leur. Par exemple, dernièrement, je reviens au truc, à l'Académie de médecine, je fais une conférence il n'y a pas très longtemps et il y a une femme à la fin qui me dit oui, vous faites un travail, c'est pour emmerder le bourgeois. Je dis, mais madame, je vous ai emmerdé. Et elle me dit, non, bah, moi, vous savez, j'adore les bourgeois, c'est les seuls qui peuvent acheter mes œuvres. Et ils m'aiment, la preuve, ils les achètent. Donc, vous voyez, c'est le même truc, quoi. Moi, je ne transgresse pas, j'essaye de dire des choses qui me sont importantes pour mon époque, et puis je pointe de temps en temps des trucs qui me paraissent vraiment moches, vraiment injustes, qui me paraissent à côté de la plaque, et j'interroge ces endroits. Et j'espère que les autres le font aussi, à leur manière. Oui, j'ai répondu en quelque sorte, mais bon, pas tout à fait tout de même. Vous auriez répondu quoi, vous, madame? Parce que, justement, très bonne question, c'est que la subversion, tout de même, me paraît être un rapport fondamental au regard de la liberté, justement. Moi, je dirais plutôt que je dérègle, que je déplace, oui, que je pointe, que j'interroge. Oui,
Oui, oui. Vous voyez comme Donc, je suis une sobre. fluidité, je dirais. Je suis plus dans- sobre que vous. Oui, sûrement. Excusez-moi. Mais d'où parlez-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, jeune fille? Vous voulez que je me déshabille, que je fasse du striptease, là? Non, non, pas sûr, puisque c'est impossible. Oui. Non, non, mais, Oui, oui, non, mais moi, vous savez tout soyons sur moi, sérieux. donc vous quand même... Soyons sérieux, je suis à la fois psychanalyste et psychosomaticienne, et donc j'aime beaucoup votre travail. Et Mais vous êtes de quelle chapelle? je suis bifide, à la fois freudienne et lacanienne. Mais Parce lacanienne de quelle chapelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, oui, mais enfin, je suis très éloignée des chapelles lacaniennes D'accord. maintenant. Et D'accord. bon, j'ai une pratique aussi artistique entre l'art et la médecine. Voilà. Collègues. Nous sommes collègues. Oui, et peut-être, bon, je sais aussi que nous avons à peu près le même âge, hein, bien que je sois très jeune fille, comme vous le pensez. Ah oui, moi je vous trouve jeune fille. Oui, bah, écoutez, Bon. bon, voilà. Mais on est tous du même âge, il faut arrêter avec les Exactement. âges. Il faut arrêter Parce de que faire des catégories. On est tous du même âge, on vit les mêmes choses. On monte dans les avions, on est sur l'Internet, on vit tous les mêmes choses. Oui, mais en même temps, il faut s'en départir de ces mêmes choses, comme vous l'avez dit très bien. Hein. Et D'accord. ce qui me plaît aussi, c'est tout de même bon, votre combat pour la vie. Hein, moi non plus, je ne veux pas mourir. J'ai tellement de choses à réaliser que je n'ai pas réalisées, justement. On est tous, Voilà. Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec mourir. Absolument pas d'accord. Ah. Oui, oui, je vote et je signerai la pétition en ligne. Il y avait une dernière question peut-être. Il faut qu'on signe tous ensemble, hein, sinon on n'a aucune Oui, oui, chance. mais hein. j'irai, c'est promis. Donc la dernière question, je vais vous passer mon micro. Puisque vous avez dit qu'il était bon pour l'ego de l'artiste de voir les œuvres des autres, comment? Vous me faites penser beaucoup à Nili Alter, une artiste turque née au Caire qui est en train d'exposer. Et je vois beaucoup de similitudes dans l'engagement. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de son œuvre. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent, qui vous influencent, qui vous touchent? Écoutez, toutes les artistes qui ont dit et fait des choses par rapport au féminisme, bien sûr, on travaille dans le même sens. C'est vrai que Nili Alter, je l'avais perdue de vue parce qu'elle a été active il y a très longtemps, et puis elle avait quitté complètement la scène. Et là, on la voit revenir, donc c'est pas mal. Vous savez ce que disent les guérilla girls? Être une femme artiste est fantastique. Parce que notre carrière peut exploser dès 80 ans. Et elle doit en avoir 85. Donc elle explose vite. Là, elle est en train d'exposer, mais est-ce que c'est possible dans le milieu artistique de travailler ensemble, justement quand on est engagé? Très difficile. Très difficile. Je disais un mot tout à l'heure par rapport à la sororité. C'est très difficile. Et c'est très difficile aussi entre artistes de se soutenir. C'est pour ça que j'ai souligné ce que fait Yann Thomas, parce que non seulement il soutient ses étudiants et ses étudiantes, mais aussi les autres artistes. Et ça, c'est très rare, très très rare. C'est une perle. Vous avez une perle ici. L'ADR, DDR? Il n'y a personne d'autre qui veut se faire adopter, non? Il n'y a personne? Parce que vous êtes concurrent, il faudrait quand même m'apporter des éléments. Ça va? Bon, alors on va passer quelques vidéos. Bonsoir. En fait, je suis Où- très Où jeune. est la dernière question? Moi, en fait, je suis très jeune. Je voudrais vous demander juste une question très simple. Qu'est-ce que vous avez fait à 20 ans ou 24 ans?
voudrais regarder mon CV. Moi, j'ai fait beaucoup de choses, mais à l'âge de 16 ans, de 17 ans, et ça a dû continuer après, dont beaucoup d'avortements. Vous savez, c'était une époque qui n'était pas comme la vôtre. Hein. Oui. Les filles ont l'impression que le féminisme, c'est vraiment du passé, qu'il n'y a plus rien à faire, que tout va bien. Et on est loin d'être là. Mais à notre époque, c'était pire. Hein. Alors à 24 ans, vraiment, il faut regarder mon CV, hein, je ne sais pas. Hein. Le point, c'est Mais que... moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, d'abord, d'une manière très aventureuse. Qu'est-ce que j'ai fait à 24 ans? Je ne sais pas. Il faut que je fasse mon autobiographie et que je révise mes dates. Merci. Je crois qu'on va... Vous avez 24 ans? Bravo. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis étudiant de l'art qui étudie en art plastique et je suis d'origine chinoise. Et aussi, parce que je me propose toujours la question, qu'est-ce que je vais faire à mon âge maintenant, à 24 ans, et qu'est-ce que je vais faire après le master. C'est vrai, vous êtes vieille, hein, méfiez-vous. Hein. Donc voilà. En tout cas, c'est bien que vous soyez tiré de la Chine, non? Et aussi, il y a plein de questions de la politique. Donc, en tant qu'une artiste chinoise, jeune, femme, qu'est-ce qu'on va régler le problème avec le problème politique et aussi la société, problème politique et la société différente France ou la Chine ou je ne sais pas. Je vous laisse le problème sur les bras. Hein. Ok, merci. Et n'oubliez pas, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. C'est Nietzsche qui a dit ça.
on n'a pas qu'un corps. On a plusieurs corps. On a des corps. Pour tout miracle, consultez mes tarifs. Pour les indulgences, voyez directement avec Saint-Orlan. Mourir de la vérité.